Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le Cercle des Chroniqueurs. Nous sommes ravis de vous savoir à l'écoute et nous vous réservons une émission riche en diversité et en sujets passionnants. En deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir de retrouver Jean-François Kervisic accompagné d'un invité exceptionnel, un maquilleur de renom, un véritable artiste du make-up. Bonsoir Jean-François. Salut Brahim, vous allez bien tous ? Ça va, merci. Super. Ouais, effectivement, ce soir, j'ai un invité exceptionnel qui s'appelle Médéric. Je n'écorche pas son nom, là, je fais bien attention. Vincenot, et son alias, c'est MD Makeup, et c'est sous ce nom, là je l'ai bien fait aussi, et c'est sous ce nom qu'il travaille, et qu'il travaille merveilleusement bien. On verra tout ça en fin d'émission. Nous aurons également le plaisir de retrouver Nicolas Rividi qui se maquille régulièrement avant de présenter sa chronique Le plus de l'actu. Et oui, le professionnel à ta droite va tout dire. Oui, c'est pour éviter d'être trop effrayant. Écoute, bonsoir Brahim et bonsoir à vous toutes et tous, chers auditeurs. Ce soir, dans le plus de l'actu, les LGBTQI+, pour la Palestine sont-ils, comme certains l'avancent, des dindes qui défendent Noël. Très bien vu. Une chronique livre ce soir grâce à notre ami Nicolas Garnier. Non, Éric Garnier qui est avec nous ce soir. Bonsoir Éric. Oui, alors écoute, quelque chose d'extraordinaire, d'époustouflant, du jamais lu. C'est vraiment un livre qui mérite vraiment qu'on manifeste un grand enthousiasme. C'est très dur comme livre. Ça s'appelle 11 cahiers de confession. Alors vous allez me dire, c'est un truc de bondieuserie. Pas du tout, quoique. Et j'essaierai de vous montrer que c'est absolument passionnantissime. Et ce le sera bien sûr avec toi tout à l'heure. Vous pourrez aussi découvrir les sons de la fierté avec nos réalisateurs Anatole Machin et Nathan Hilero qui nous offriront des musiques uniques et inspirantes. Bonsoir à tous les deux. Salut Nathan. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Quel est ton sujet ce soir ? Alors ce soir, je vais descendre un peu plus dans ce que je fais en ce moment, d'ailleurs au passage, et donc je vais vous proposer un programme en ce moment qu'on a, qui va être assez impressionnant, parce qu'en fait en ce moment, ce qu'on a sur Quest TV, ça va être forcément sur ce qu'on a, au programme, on aura 3 mâts, qui est donc du coup correspond à 3 villes de l'Afrique, et même 3 pays aussi en plus de l'Afrique, donc c'est pour ça, je vous en dirai d'ailleurs tout à l'heure un peu plus. Je vous laisse sur votre fin. Anatole ? Eh bien moi, ce soir, je vais faire un hommage à l'une des plus grandes artistes d'hyperpop et même la créatrice du mouvement hyperpop, Sophie. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Pour commencer ce 8e épisode de Mon Micro, nous dédierons donc une page spéciale au rugby. Depuis samedi dernier, l'Afrique du Sud est à nouveau championne du monde de rugby. Pour en discuter, nous avons invité Alban Van de Kerkhove, président des Coqs Festifs Rugby Club Paris, qui nous fera l'honneur de partager son expertise. Bonsoir Alban, comment ça va ? Brahim, ça va bien. Merci de revenir parmi nous. Tu as été invité en septembre dernier, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Avant la Coupe du Monde. Merci. Mais avant, en ce qui concerne les droits des personnes LGBT+, en Afrique du Sud, le pays est considéré comme pionnier en matière d'inclusion et d'égalité. En 1996, l'Afrique du Sud est devenue le premier pays au monde à interdire toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans sa constitution. En plus de cela, l'Afrique du Sud a légalisé le mariage homosexuel en quelle année ? C'était début 2000, non ? Ouais, 2006. 2006, effectivement. Ce qui, en fait, fait l'un des rares pays en Afrique à le faire. En Nouvelle-Zélande, les droits... Le seul, effectivement, le seul. Et le premier pays au monde, non ? Oui, aussi. Effectivement, 2006. En Nouvelle-Zélande, les droits des personnes LGBT+, ont également fait des progrès. En 2013, le pays est devenu l'un des premiers en Asie-Pacifique à légaliser le mariage homosexuel. La Nouvelle-Zélande est également connue pour sa politique de non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle qui est inscrite dans la loi. Il fallait le dire. Tu voulais ajouter peut-être quelque chose
Non, je me Eric. demandais si le premier pays au monde, c'était pas quand même les Pays-Bas pour le mariage. Mais bon, en tout cas, l'Afrique du Sud a réussi à créer le mariage et l'adoption bien avant la France. Nicolas? En 2001. Ouais, très bien. C'est fou d'avoir un cerveau comme toi, C'est fait d'être Eric. vieux, donc j'ai vécu beaucoup de choses. Voilà. Vive les vieux parmi nous. Alban, bonsoir. Alors cette finale samedi dernier, donc qui a opposé donc l'Afrique du Sud à la Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud a remporté sa 4e Coupe du Monde de rugby. J'aimerais D'un point. d'un point. Oui, il fallait quand même le souligner d'avoir. Et tu le dis bien parce que on s'était eu un peu au téléphone avant et tu me disais que tu soutenais plutôt la Nouvelle-Zélande parce que l'Afrique du Sud avait battu la France. Non, mais on est français, on est mauvais joueurs, donc non, mais on avait. Écoute, faut savoir que même lorsque il y a eu le match, les demi-finales face les Anglais avaient joué notamment contre l'Afrique du Sud, les Français soutenaient les Anglais, donc tu sentais qu'il y avait une espèce de concurrence. Mais bon, voilà, après c'est une Coupe du Monde, les matchs, il y a quand même eu de très beaux matchs. Et puis l'Afrique du Sud a très bien joué et puis a fièrement remporté la Webb Ellis, donc très bien. Si tu devais porter un peu la cassette de journaliste, nous dire un peu comment s'est déroulée cette Coupe du Monde, on peut imaginer que c'est mérité pour l'Afrique du Sud. La 4e place de l'équipe de France aussi. On est un peu déçus. C'est sûr, quand on s'était vu en septembre, l'équipe de France était favorite, donc on espérait voir l'équipe de France au moins en finale. Maintenant, les voir échouer en quart de finale, c'est un petit peu douloureux. Mais bon, c'est le jeu, c'est le sport, ça fait partie. On reviendra dans 4 ans en Australie. Comment vous avez suivi cette Coupe du Monde au sein de ton équipe et de ton club un peu? J'imagine qu'il y avait des soirées un peu festives. Des soirées très festives. On a eu l'occasion aussi, pour beaucoup de joueurs, d'être au Stade de France. Ah oui. Quand les matchs étaient à Paris, donc on a pu pour certains assister notamment au quart de finale, aux demi-finales. Et puis on organisait également au Café Beaubourg, on faisait comme on dit aujourd'hui, des viewing parties. Ouais. Alors évidemment, il y avait énormément de monde quand c'est la France qui jouait. Et puis là, on s'est fait en ce moment la finale le week-end dernier. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette finale, cette Coupe du Monde? Il va y avoir des retombées dans le milieu amateur. Est-ce qu'on peut imaginer que des clubs amateurs comme les vôtres vont évoluer Alors, on espère. Là, il y a encore trop tôt, puisque la compétition s'est arrêtée juste ce week-end. Donc, il faudra attendre au moins peut-être sans doute une année pour voir si aujourd'hui les clubs de rugby loisirs ont amené des nouvelles joueuses et de nouveaux joueurs qui ont décidé, suite à la compétition, de se lancer dans le rugby. Et ça, ce serait cool. En général, c'est ce qui se produit toujours. On aurait encore une fois espéré que la France aille un peu plus loin, parce que forcément, accueillir une compétition et avoir l'équipe nationale qui arrive sur la première marche du podium, ça amène, on le voit avec le foot, on voit ce qui s'est passé avec les compétitions, dès qu'il y a même l'équipe de basket, de hand, etc., qui gagne, on voit que les clubs, forcément, arrivent à amener de nouveaux joueurs. Bon, pour le rugby, j'espère aussi. Maintenant, attendons peut-être un an. Attendons, au moins que l'été arrive pour pouvoir commencer à faire le bilan des inscriptions dans les clubs. On l'a souvent dit donc, dans notre émission, les Coqs Festifs, vous êtes un club de lutte. Vous avez créé le programme d'inclusion rugby Is My Pride il y a 8 ans. Si tu pouvais nous en dire 2 mots. Quand on a décidé de relancer un petit peu l'attraction, on va dire, sur le club, on s'est projeté sur les 5 ans à venir et on s'était dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis on s'est posé aussi la question, parce qu'on est un club LGBT friendly. Alors quand je dis LGBT, c'était surtout à l'époque gay friendly, parce qu'on n'avait que des garçons. Ça a changé maintenant, heureusement. Et puis on avait développé ce programme d'inclusion Rugby My Pride, parce que le projet du club était d'être un refuge, un espace pour tous les joueurs qui avaient subi des discriminations dans leur club et qui voulaient nous rejoindre parce que ils n'arrivent pas à trouver de club où ils se sentaient psychologiquement un petit peu faiblards après avoir subi des insultes dans leur club. Et puis on s'est dit, mais finalement c'est bien d'être dans une zone de confort, c'est important, et d'être un espace safe, mais quels sont les messages qu'on passe à l'extérieur? Et c'est comme ça qu'on a développé ce programme Rugby's My Pride, pour essayer de s'associer à la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby, de placer nos messages
au-delà du club et de nos petits réseaux sociaux et d'aller un petit peu plus loin pour passer nos messages d'inclusion. Et il y a 5 ans, donc, vous êtes aussi partenaire de la Ligue. Oui, la Ligue sont les premiers à nous avoir tendu la main. Ils développaient un programme qui s'appelait justement Plaquons l'homophobie. Et ils nous ont proposé de les accompagner à travers une grosse enquête, à travers des ateliers de sensibilisation auprès des clubs du top 14 qui continuent encore aujourd'hui à travers toute la France. Et puis la Fédération française de rugby, la cadette, qui est leur commission de lutte antidiscrimination qui venait d'être créée, nous ont approchés également et on a commencé à travailler sur des programmes d'inclusion et ça nous a amené jusqu'à la Coupe du Monde. Et justement, avec ce partenariat avec la Fédération française de rugby. Oui, Fédération française de rugby et France 2023 pour le mondial. Alors, dans ce cadre donc, de la Coupe du Monde, les coqs festifs ont associé aussi, vous avez associé autour du rugby, donc comme tu disais tout à l'heure, donc It's My Pride avec la fédération et la ligue. Qu'est-ce que ça apporte exactement au club? Un enthousiasme? Vous êtes rassuré? Vous vous dites avec tout ce que vous pouvez donc lancer dans le domaine de l'inclusion, tout va bien forcément se passer? Parce que c'est vrai que si on devait comparer le foot, le rugby au foot, là il y a un grand décalage quelque part. L'éternel débat. L'éternel débat du foot contre le rugby. Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est que si on veut aujourd'hui porter les sujets d'inclusion à une plus grande échelle, nous on est une petite association, on fonctionne qu'avec du bénévolat, sans trop de moyens. Ouais. Et si aujourd'hui on veut amener nos sujets au-delà des 2 kilomètres autour du terrain, on ne peut pas faire sans les grands du rugby. Donc on les a approchés, on a eu vraiment la main tendue, mais tout de suite, il n'y a aucun problème. Et même sur tous les projets qu'on leur a proposés, ça a été carte blanche. Ils nous ont dit, allez, on y va, même des choses qu'on n'espérait pas avoir, comme diffuser certains films avant la finale du top 14. Notre film Rugby's My Pride a été diffusé avant la cérémonie d'ouverture du mondial. Le Rainbow Flag, la Ligue de rugby, l'a hissé le Rainbow Flag à la finale du top 14 il y a quelques années. Ils ont fait un sondage également, une grosse enquête auprès du rugby pro sur les sujets justement d'homophobie. Donc ils sont vraiment allés même beaucoup plus loin que ce qu'on espérait avoir. Et puis surtout les messages qui sont passés, entre guillemets, rayonnent au sein du rugby grâce à eux. Et ça, c'est des choses que nous, on n'aurait jamais pu faire sans la Ligue de rugby, la Fédération de rugby. En dehors du terrain, vous avez aussi réalisé un film contre l'homophobie. Oui, Rugby's My Pride. Là, pareil, dans le cadre du mondial, on a proposé donc de faire un symposium, donc un colloque pendant toute une journée sur ces sujets-là, de faire un tournoi et de faire justement un film. Donc on a eu le budget nécessaire pour pouvoir faire ce film qu'on a écrit, qu'on a réalisé, qui a fait, j'ai envie de dire, qui a fait un peu parler, qui a notamment été diffusé dans beaucoup de pays à travers le monde, qui a été sous-titré en plusieurs langues, que par exemple l'ambassade d'Argentine a diffusé en invitant l'équipe nationale au cours d'un événement sur l'inclusion. Donc voilà, donc le film a bien fonctionné, le film a bien tourné, puis encore une fois, ça a permis, on a eu beaucoup de retours sur ces films, de bons retours, de mauvais retours aussi, parce qu'on a eu pas mal de petites vagues d'homophobie aussi sur nos réseaux sociaux. Par exemple, est-ce qu'il y a des... Par exemple, on a, encore maintenant, on a pas mal de commentaires assez haineux sur nos réseaux sociaux, qu'on signale, mais bon, voilà, qui font partie un peu du prix à payer dès qu'on sort un peu de la zone de confort et qu'on va proposer ces films ailleurs. Forcément, ça fait réagir. Donc, on continue aujourd'hui suite à des reportages sur lesquels les coqs festifs sont passés, à l'émission Drag Race qui a été diffusée dans laquelle le club passait au mois d'août. On continue encore maintenant au mois de novembre sur nos réseaux sociaux de prendre des commentaires haineux. Oui. Vous avez suivi d'ailleurs l'émission cet été, Nicolas? Bah oui, Drag Race avec les coqs. Enfin, j'ai suivi tout Drag Race évidemment, et donc l'épisode avec les coqs festifs, et qui est un des épisodes les plus marquants en plus de la saison, avec sans doute celui sur la reprise de Notre-Dame de Paris, qui est perçu sur IMDb comme le meilleur épisode de Drag Race, tout pays confondu, depuis l'invention de Drag Race. Donc en France, il y a vraiment des raisons d'être fiers. J'avais une toute petite question. Est-ce qu'il y a des joueurs de rugby pro qui ont fait leur coming out ou pas encore? Alors, un seul. Aujourd'hui, Jérémy Clamier-Drou, qui a fait son coming out il y a maintenant 2 ou 3 ans dans le cadre d'un documentaire pour Canal+. Et c'est aujourd'hui le seul joueur professionnel de rugby à être officiellement out. Il y en a d'autres qui le sont sans doute, mais qui ont décidé ou qui ne souhaitent pas en parler, etc. Mais officiellement, il n'y en a qu'un aujourd'hui. Jean-François? J'avais une petite question. Quand tu dis qu'il y a
des tags haineux. Qu'est-ce qu'on peut écrire d'haineux sur un club de rugby par rapport à l'homosexualité? C'est juste un exemple. On se rend bien compte de. On la gravité nous de la remet chose. toujours la sexualité sous le nez, c'est-à-dire c'est des allusions sexuelles, qu'en fait on n'est pas un vrai club de rugby, que certains clubs nous attendent pour jouer en face et qu'on rigolera moins, que c'est c'est beaucoup d'insultes sur les douches, c'est vous devez vous masturber, en fait votre club n'existe que pour ça, ça n'a aucun intérêt, où on a des gifs animés de gars en combinaison qui sont en train de tout cramer et qui font flamber. Enfin voilà, on s'est pris, on s'est pris des propos comme quoi on n'avait pas pendant la Seconde Guerre mondiale, les fours crématoires n'avaient pas assez brûlé. Donc oui, on s'est pris. Ça va loin. Ça allait trop loin. Et est-ce qu'il y a une réaction juridique à ça, ou ça passe dans les pertes et profits, si je puis dire, de la haine? Sur ceux que je viens de citer, on s'est posé la question, et là on s'était dit waouh, on l'a signalé évidemment auprès des plateformes. On l'avait signalé, notamment on a eu quelques-uns sur Twitter qui nous ont répondu qu'il n'y avait pas de problème. Donc ça ok. Sur Instagram, on a décidé on a fait des screenshots, on les a supprimés, ceux-là on ne veut pas les laisser. Après on les a signalés, mais parfois on reçoit rien. Et d'un point de vue juridique, alors oui, on peut attaquer en justice, mais alors nous, au niveau d'une association, ça va trop loin, et là on s'est dit on part dans des trucs. Parce qu'entre le vide juridique par rapport à ces commentaires-là, quels qu'ils soient, et le manque de réactivité de certaines autorités, ça traîne, quoi. Ouais, ça traîne, mais on le voit, nous on est là-dessus, c'est pas pire, on voit certaines, je pense Yoshi qui s'est fait, qui s'est fait harceler encore maintenant, ça a duré pendant des mois, des années, et en fait la justice là-dessus ne fait rien. Ne fait rien. Et elle, pour le coup, c'est vraiment un niveau qui est extrême. Nous, c'est des commentaires, voilà. Alors, mais c'est des commentaires qui viennent pas d'autres clubs. Non, du tout. D'accord. Non, c'est pas des commentaires qui viennent de clubs. J'imagine quand même. Alors, honnêtement, sur 100% des messages, on a 85-90% de messages positifs, clairement. Ouais. Notre invité, Drag Race, c'est un programme que tu as suivi cet été? Ben oui. 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 Alors dis-nous. Alors moi j'ai toujours suivi Drag Race, RuPaul Drag Race et Drag Race France du début jusqu'à la fin, donc et puis il y a du maquillage dedans, donc forcément ça me plaît, ça plaît toujours. Oui. Donc tu seras peut-être amené à travailler avec ce programme, qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être un jour. Je dirais pas non. Le message est bien passé. Ce soir, tu devais être accompagné de Michael, de ton club. Peut-être un petit mot concernant Michael. Il semblerait donc qu'il a rejoint votre club. Donc des petits soucis un peu d'homophobie dans sa famille, si tu pouvais nous en dire deux mots. Ouais, peut-être qu'il viendra un jour. Là, il a eu un empêchement, mais effectivement, il en parle ouvertement. Donc c'est pour ça que j'en parle que j'en parle ici. Mais c'est vrai qu'il est venu nous voir il y a quelques mois, où effectivement, il subit des harcèlements familiaux, puisque sa famille a découvert qu'il était gay. Et maintenant, c'est du harcèlement quasi permanent à la maison. Voilà. Donc, comme il vit en famille, donc c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, voilà, on en parle beaucoup. Et voilà, j'aurais espéré qu'il vienne aujourd'hui, mais je pense qu'il viendra à une prochaine émission. Et c'est pour ça, pour moi, c'était important parce que c'est pas tout rose. Alors oui, on joue au rugby, c'est fun, c'est la Coupe du Monde, c'est génial, il y a eu Drag Race, c'est cool, ça pétille dans tous les sens. Mais derrière, il y a autre chose. Et aujourd'hui, ces combats-là sont pas terminés. Et c'est pas parce qu'on est à Paris, parce que souvent j'entends, on est dans le Marais, on est à Paris. Oui, c'est vrai, mais l'homophobie, elle est partout. Elle est chez nous aussi. Elle n'est pas même dans le Marais. C'est pour ça le combat doit donc perdurer, continuer. Et le travail ne se fait pas que sur le terrain, mais c'est aussi après le terrain, avant, et recevoir encore des personnes qui ont du mal à s'assumer ou qui ne sont pas acceptées par leur famille. C'est tout un travail, tout un programme. Merci, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Si tu avais autre chose à ajouter en ce qui concerne ton club. Pour moi, non, tout va bien. Voilà, maintenant, on reprend une vie normale. Maintenant, la Coupe du Monde est terminée. Et puis, on reprend les entraînements et tout le programme de la saison. Merci, Alban. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Alors, Nathan, tout pour la musique. Oui, les tout à fait. sons de la fierté, c'est à toi. Alors, ce soir, et forcément, ce que je disais en introduction, je vais vous parler d'un programme en ce moment qu'on a sur Quest TV qui est très intéressant probablement et que vous allez possiblement adorer. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle 3mâts. Alors non, ça n'a rien à voir avec la chanson Santiago, mesdames et messieurs, c'est un beau fameux 3mâts. Non, rien à voir du tout. Il faut savoir que du coup, 3mâts réunit le Malien Balaké Sissoko, le Marocain
Driss El Maloumi et le malgache Rajeri. Ce sont 3 artistes ouverts sur le monde, 3 instruments à cordes pincées emblématiques et enracinés dans la tradition de 3 pays où la musique se vit au quotidien et une envie partagée de créer ensemble un langage où s'entremêlent les notes et les harmonies venues de l'extrême sud à l'extrême nord de l'Afrique. Les 3 musiciens se sont rencontrés à Agadir, puis à Antananarivo lors d'un concert, avant d'enregistrer un premier album sous le label Contre-jour et de tourner dans de nombreux festivals en Europe. Après une période où chacun des musiciens a continué à mener sa carrière personnelle, ils se sont retrouvés à jouer ensemble à nouveau dans La Route de l'esclavage, un des magnifiques projets de Jordi Savall. Dès lors, les 3 complices ont décidé de développer et d'approfondir ce qu'ils avaient laissé en jachère. 3 mâts, tel le phénix, est reparti pour une nouvelle aventure. Et ce soir, on va écouter un morceau de leur album, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Samedi Glace. On écoute ça tout de suite. Le cercle des chroniqueurs. Nous arrivons donc à Éric Garnier qui va reprendre sa place et chroniquer l'ouvrage qu'il aime tant. Oui, alors, bon, on reprend place. Là, on a fait la séance photo. Alors, je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir et qui sera présenté au mot à la bouche le 30 novembre, le jeudi 30 novembre. Alors, ce livre s'appelle 11 cahiers de confession. Alors, vous allez vous dire, c'est un prêtre pédophile qui avoue s'être tapé des petits enfants de cœur, etc. En fait, c'est encore beaucoup plus grave que ça, si on peut dire. Le livre est signé d'un certain Bruno Redal. Bon, ce garçon, ce jeune homme, est mort depuis longtemps. Et comment ce livre nous arrive-t-il ? Ce livre, en fait, c'est 11 cahiers, c'est 9 cahiers où il se confesse, et ce sont les juges qui l'entendent, qui notent fidèlement ce qu'il dit. Et puis sur les 11 cahiers, il y en a 2 qui sont écrits lui-même de sa main. On ne voit pas vraiment la différence, hein. Alors, pourquoi se confesse-t-il ? Pourquoi Bruno Redal se confesse-t-il ? Et c'est là que... Alors, tout est absolument vrai. C'est assez gore. Voilà, je vous raconte sans trop vous dire, parce qu'il faut quand même que vous gardiez, je dirais, un peu de suspense. Alors, on est en 1905, donc il y a 120 ans.
Il a 17 ans, ce Bruno Rédal. Il est fils d'un maire d'une petite commune du Cantal, c'est-à-dire la France très très profonde, et de tous les frères et sœurs, il est le seul qui va faire des études. Il va rentrer au séminaire, au petit séminaire d'Aurillac, et il va donc, avec beaucoup de volontarisme, rattraper le retard, puisqu'il ne rentre pas directement, il ne rentre pas en première année, et il va vraiment atteindre un excellent niveau, qui se retrouve d'ailleurs dans la qualité de ses témoignages et dans les 2 cahiers qu'il a écrits lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est là qu'on est dans la stupéfaction totale. À 16 ans, il a tué, il a coupé la tête. C'est pas un Tchétchène fanatique, hein, c'est un jeune Français du Cantal profond. Il a coupé la tête d'un jeune garçon de 14 ans, sans aucune raison valable, si je puis dire, mais il n'y en a d'ailleurs jamais. On va donc découvrir à travers les entretiens qui sont menés par la police, par les juges, pour essayer de comprendre ce qui lui est passé par la tête, d'où ça vient, ce crime, pourquoi. Il va donc se raconter. Heureusement, il était assez brillant, donc il a la parole claire, il explique à peu près bien. Il va essayer d'expliquer l'inexplicable. Parce que ce garçon n'a a priori aucune raison de faire ce qu'il a fait. En plus, il est amené à devenir prêtre et il est absolument taraudé par un mélange de foi en Dieu. Il est obsédé par la confession. En même temps, dans ce mélange explosif, il se masturbe tout le temps. Et en même temps qu'il se masturbe, vient l'envie de tuer un jeune homme. Voilà. Alors, ça fait un peu gloubi-boulga. Et c'est tout l'intérêt de ce livre, d'essayer de, non pas comprendre, mais découvrir à travers ces 11 cahiers comment on peut être ce Bruno Rédal. Alors, est-ce qu'il est homosexuel ? Est-ce qu'il est... En tout cas, il n'est jamais... Alors, en fait, il tue ce jour-là un garçon de 14 ans parce que celui qu'il voulait vraiment tuer, qui avait son âge, 17 ans, qui est un beau garçon d'une famille heureuse, alors que lui ne l'est pas, se trouve laid. Donc, il y a une sorte de... Alors, on pourra interpréter ça chacun à notre façon, mais il y a un mélange de tas de choses dans sa tête qui le pousse à commettre ce crime. Le livre est passionnant. Alors, pour vous résumer son histoire, voilà ce qu'il dit à un moment à un des juges, et c'est dans un des cahiers. Il a dit... Un jour, à l'âge de 14 ans, je me masturbais et je ne pouvais parvenir à jouir quand, par hasard, l'idée de tuer me vint. Je me représentais en train de tuer quelqu'un et aussitôt, je jouis très facilement. Donc, vous voyez la complexité du personnage, c'est-à-dire que comment mêle-t-il la religion, l'envie de meurtre et la masturbation frénétique dont il passe son temps à vouloir se confesser parce c'est horrible ce qu'il fait, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Voilà. Alors, ce livre, l'histoire, et je vais m'arrêter là, est très, très, très dure, mais c'est très lisible. On est simplement stupéfait devant cette histoire. Donc, on est en 1905 et... Alors, cette histoire est éclairée d'une préface qui donne des repères chronologiques, hein, parce qu'ensuite, on tombe directement dans la parole de Bruno Rédal. Hein. Donc, il faut quand même un peu savoir quand il est né, etc. Et puis, j'ai rarement lu de ma vie, en général, on les évite, mais les postfaces. Postface, c'est un peu casse-pied. Et là, Pierre Lacroix, vraiment, je crois, de ma vie, je n'ai jamais lu une postface aussi éclairante,
passionnante, bien écrite, avec beaucoup de subtilité, qui essaye, à travers ces 11 cahiers, d'apporter peut-être un éclairage avec modestie, mais avec beaucoup de profondeur. Et là, j'avoue que j'ai été totalement scotché par le fait, non seulement bien sûr par le contenu du livre, mais aussi par cette postface absolument sublime. Et franchement, alors il y a un film, un DVD qui a été fait avant la sortie de ce livre. Il s'appelle Bruno Redal. Voilà. Je crois que c'est bien d'avoir les deux, de voir le film et le livre en complément, ou plutôt l'inverse, pour moi qui préfère les livres au film. Et voilà, donc 11 cahiers de confession aux éditions Eros Onyx, EO, dans la collection Documents, car tout est vrai, tout a été dit par ce jeune homme, ou écrit par lui, et on est absolument terrorisé. Et on se dit finalement, il n'y a pas besoin d'aller dans certains pays musulmans ou autres pour que des horreurs soient commises. Un bon Français de base, croyant, peut aussi commettre des crimes absolument inexplicables. Voilà. Merci Eric. C'est vrai que c'est 11 cahiers de confession de Bruno Redal. Qu'est-ce qui t'a passionné dans ce livre ? Alors tout, et surtout le fait de se dire que, voilà, il y a un mystère. Enfin, on est soi-même comme une sorte d'enquêteur. On est aidé, bien sûr, par la préface, l'excellente postface, voilà, et on est face à l'incompréhensible. Et donc, ça a un côté non pas excitant, mais ça maintient en éveil psychologiquement. On a envie de non pas de comprendre, parce que comprendre c'est presque un peu pardonner, mais on a envie de l'entendre, voilà, et on reste absolument pétrifié de. Voilà, c'est terrible. C'est chez Eros Onyx et il sera au mot à la bouche, donc il y aura une soirée autour de ce livre le 30 novembre. Bon, à t'écouter, je crois que je vais arrêter de me masturber. Non, non. Tour de table, la parole circule, Jean-François. On peut penser que le seul acte qu'il arrive à mener à son terme, c'est le meurtre et pas la masturbation. Il y a une espèce de confusion psychiatrique derrière tout ça. Mais oui, enfin, il mélange tout. Dieu, sa grande foi, ouais. son obsession de masturbation, de plaisir, dont il se culpabilise à chaque fois, des centaines de fois, et puis ce besoin de tuer, pour parachever le tout, un jeune homme. Mais c'est la seule chose qu'il arrive à parachever, d'ailleurs. Ah c'est oui, ça. Voilà. Voilà. C'est d'où cette emprise psychiatrique. Quoi. La parole circule, Nicolas ? Non, on peut se masturber beaucoup, mais il faut avoir que des couteaux à beurre avec soi. Voilà, ouais. Merci, Eric. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on poursuit donc avec Nicolas Rividier, le plus de l'actu. Alors ce soir, le plus de l'actu, retour sur les mouvements LGBT+, qui ont pris fête et cause pour la Palestine. Oui, Ibrahim, tu as peut-être vu passer dans l'actualité que des mouvements LGBTQI+, de plus en plus affirmés, promeuvent la défense de la Palestine. Brandissant pancartes et hurlant slogans, ces militantes et militants s'inscrivent dans une tentative de convergence qui est un des objectifs structurants des luttes d'émancipation. On connaît ça depuis très longtemps. En clair, il ne peut y avoir d'émancipation partielle. Soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Dès lors, les opprimés ont vocation à se rejoindre et à envisager une communauté dans la lutte. C'est là une vision très enthousiasmante, mais qui se heurte assez rapidement, quelquefois, au principe de réalité. Les exemples sont nombreux de luttes d'émancipation, pas nécessairement antithétiques, mais qui n'ont jamais réussi à s'enraciner dans le même terreau. Si les idées sont généralement partagées assez largement et sincèrement, les détails de leur mise en œuvre suffisent en général à fracturer durablement et profondément les groupes les plus aguerris. Un bon exemple de cette approche s'est produit lors d'une des réunions de coordination des manifestations en faveur du mariage pour tous, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, alors que le débat portait sur le message politique de la manifestation de janvier 2013, une des associations présentes exigeait que la tête du cortège soit dédiée aux sans-papiers, pour ainsi profiter du focus médiatique lié au débat mariage sur leur situation et de le rendre du coup profitable à d'autres causes. Alors bien sûr, rien à redire sur le fait de donner des papiers à toutes et tous,
Il n'empêche que ce discours était objectivement inaudible pour des dizaines de militantes et de militants LGBTQI+, réunis ce soir-là à la Bourse du Travail à Paris. Par ailleurs, il ne faut pas non plus occulter la possibilité que, dans certains cas, ces convergences soient davantage utiles aux groupes qui les organisent plutôt qu'aux opprimés qu'ils sont censés défendre. En l'occurrence, défendre les sans-papiers lorsqu'on est un groupe politique constitué de petits bourgeois blancs comme des culs, c'est aussi pouvoir opposer une forme d'excellence qui doit être également interrogée dans le cadre de la dénonciation du paternalisme occidental dans les luttes d'émancipation. Bref, la convergence des luttes, c'est une belle idée, mais qui peine aujourd'hui à être efficacement mise en œuvre. Et oui, pour converger, il faut au moins être deux, et c'est là que ça se complique. Et pourquoi cela ? Bien, revenons au groupe LGBTQI+, mobilisé pour la défense de la cause palestinienne. Ce type de mobilisation n'est pas récente et nombre de militants et militantes exhument des photos du mouvement, par exemple des mineurs anglais, soutenus par un groupe de gays londoniens dans les années 80 pour faire date. Pour la Palestine, l'idée est la même. En défendant une cause qui nous concerne peu directement, mais qui s'inscrit dans une lutte d'émancipation plus globale, qui plus est portée par des personnes qui pourraient nous être hostiles, on fait à la fois avancer la société et notre acceptation par celle-ci, non pas au titre de minorité légitime à exister, mais d'une dette. Si vous avez obtenu gain de cause, c'est entre autres grâce à notre mobilisation, donc vous, mineurs, dans le cas de l'Angleterre, ou vous, Gazaouis, vous nous serez redevables. Le problème, c'est que la situation diffère un peu aujourd'hui, d'abord parce que lorsque les gays londoniens ont soutenu les mineurs, il y a quand même eu un certain nombre d'échanges, pas toujours concluants, mais qui ont permis le dialogue. Et aussi l'instauration d'une lutte commune. Ensuite, parce que le Gay Support Minors s'inscrivait dans un mouvement de répression très fort du gouvernement Thatcher contre les grévistes. Il y a eu des morts et contre les gays. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs fui le pays à cette époque. Bref, un contexte national et une oppression imposée par le même système bourgeois. Or, dans le cas des LGBTQI+, qui supportent la Palestine, il ne s'agit évidemment pas d'un contexte national et évidemment pas d'une oppression qui serait le fruit d'un système commun. C'est beaucoup plus compliqué que ça. L'essor des Palestiniennes et des Palestiniens, le sort des LGBTQI+, en dehors de la Palestine sont tellement différents qu'il est même hasardeux de trouver un sens politique réel à ce qui apparaît surtout comme une opportunité d'exister dans un moment médiatique. Il faut ajouter que dans plusieurs manifestations, les LGBTQI+, pour la Palestine ont été molestés et leurs drapeaux arrachés. Enfin, il y a quelques jours, à l'occasion d'un prêche dans la bande de Gaza, un imam rappelait à l'adresse de ses militants que leur présence ne serait jamais souhaitée sur la terre pure et sainte de Gaza. Le message est clair, vous pouvez toujours vous mobiliser pour nous. Nous ne vous renverrons jamais l'ascenseur, voire pire, le rêve a du plomb dans l'aile et le kéfier Rainbow ne semble malheureusement pas être pour demain. Mais le Hamas, Nicolas, ne représente pas Gaza et de nombreuses populations civiles vivent aussi sous le joug de ce groupe terroriste. C'est vrai, Brahim. Néanmoins, sur certains sujets d'inspiration religieuse comme le rejet des minorités, Hamas est très probablement en phase avec sa population. Arrivé au pouvoir après une guerre civile contre le Fatah en 2007, Hamas a été plébiscité par Gaza, 75% des suffrages quand même, lors des élections qui les ont menés au pouvoir. De la même façon que les Français sont comptables de Pétain, que les Allemands sont comptables de Hitler, les Italiens de Mussolini, les Espagnols de Franco, les Russes de Poutine et les Israéliens de Netanyahou, les Palestiniens sont aussi comptables de qui les dirige. La question de fond serait de savoir ce que pensent les Gazaouis de ce soutien probablement inattendu de la part de certains militants LGBTQI+, autour du monde. Il est aujourd'hui difficile de le savoir, aussi bien du fait du blocus à l'œuvre imposé par Israël depuis des années, qui rend difficile l'action des ONG, que de la répression massive que le Hamas fait subir aux LGBTQI+, dans la bande de Gaza. En effet, cette dernière est aujourd'hui l'une des zones les plus dangereuses au monde pour les personnes LGBTQI+, ainsi que le rapporte Amnesty International et d'autres organisations. Peine de prison, agression, assassinat. Il semble que là aussi, la population civile parée de toutes les vertus n'ait pas bougé le petit doigt pour défendre nos adelphes victimes de la répression. D'après les chiffres communiqués par le gouvernement israélien, alors évidemment c'est toujours à prendre avec les pincettes qui s'imposent puisque c'est politique, ce sont plusieurs milliers de personnes LGBTQI+, qui ont fui Gaza et la Cisjordanie, l'autre territoire sous autorité palestinienne pour Israël ces dernières années. Israël qui pratiquerait le pinkwashing. Et oui, évidemment, ça revient toujours en sujet. Israël fait sans doute un peu trop concernant son ouverture à la question des minorités sexuelles. Il faut aussi rappeler les attentats meurtriers ayant eu lieu dans des lieux LGBTQI+ en Israël et commis par des extrémistes juifs. Ceci étant posé, je n'ai aucun état d'âme à préférer un pays qui établit un certain nombre de droits pour les personnes LGBTQI+, et qui tente de les protéger au mieux, à une organisation intégriste et terroriste qui nous place haut sur sa liste de choses à éradiquer de la surface du monde.
monde. Il ne faut pas trop espérer non plus, alors que la cause palestinienne était historiquement d'inspiration communiste et laïque. Les alternatives politiques au Hamas aujourd'hui sont massivement confessionnelles. Il est donc fort peu probable qu'elles saisissent positivement des questions LGBTQI+, qui sont en plus de ça souvent perçues comme un dogme occidental imposé. En tout cas, ni sur le fond ni sur la forme, le soutien de nos communautés à la cause palestinienne ne semble utile à la situation actuelle et porteuse d'espoir pour la suite. Et le plus de l'actu, Nicolas, ce soir? En 2013, les anti-mariages s'étaient trouvés quelques gays imbéciles trop contents d'être un peu mis en lumière pour soutenir envers et contre tout leurs êtres, leurs droits et ceux de leurs semblables. Nous n'avons pas eu de mots assez durs pour qualifier cette frange ultra-minoritaire qui a cru que frayer avec nos bourreaux serait de nature à atténuer leur haine à notre égard. Les LGBTQI+, qui au lieu de défendre la paix, les deux États, le retour inconditionnel des otages et l'éviction de politiques corrompues des deux côtés dans cette région du monde, et qui scandent « Palestine vivra, Palestine vaincra », qui n'ont pas un mot pour les personnes LGBTQI+, victimes de l'intégrisme religieux, et rentrent tranquillement chez eux, la manifestation terminée, ne servent à rien. Yel n'aide pas les LGBTQI+, Yel n'aide pas les Palestiniennes et les Palestiniens, et Yel contribue juste au bruit ambiant. Ce ne sont pas des dindes qui votent pour Noël, comme semble le défendre l'association Fierté Citoyenne avec son bon mot d'esprit, mais en fait les fossoyeurs cyniques de nos droits partout dans le monde, y compris ici, en voulant plaire aux intégristes locaux qui défilaient contre le mariage pour toutes et tous il y a 10 ans. En fait, ces militants se trompent de combat, car il ne s'agit pas finalement d'être pour ou contre la cause palestinienne, mais d'être exigeants quant à notre légitimité à être partout sur Terre. Merci pour ce papier, Nicolas. J'ai le sentiment qu'on va avoir du mal à s'en sortir et que la guerre va être longue. Ah bah avec les couillons qu'il y a là-bas des deux côtés, effectivement, ça risque d'être difficile. Eric, je voulais le faire intervenir, mais il ne souhaite pas. Jean-François? C'est toujours très compliqué parce qu'on est entouré de guerre, en fait. On est entouré par des gens qui campent sur des positions extrêmement dures. C'est vrai, tu as raison, ça va être long. Je veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais ça rappelle quand même certaines choses à d'autres époques, avec des extrêmes absolument affreux. Et, je sais pas, c'est toujours assez triste ce genre de truc. Ouais. Alban, un mot? Pas grand chose à ajouter, hein. Je pense qu'effectivement la guerre va être longue et puis malheureusement c'est pas la seule aujourd'hui, donc on vit une époque assez étrange aujourd'hui et donc voilà, je sais pas comment tout ça va se terminer, mais c'est... Ce qui est quand même compliqué, c'est de retrouver quand même un peu de joie de vivre, hein. Enfin, faut quand même continuer à vivre si on veut soutenir aussi les gens qui souffrent. Oui, effectivement. Oui, et très rapidement, parce que c'est toujours utile dans ce genre de contexte de savoir d'où on parle. J'ai de la famille en Israël, donc je ne suis pas complètement non partie prenante dans cette histoire-là. J'essaye malgré tout d'être le plus objectif possible, mais il y a toujours évidemment un biais qu'il faut corriger. Donc c'est pour ça que je fais la précision. Effectivement, merci en tout cas. Donc, on essaiera de temps à autre de revenir pour parler un peu de ce conflit. Hein. Donc, peut-être que je serai amené par inviter dans quelques jours une association palestinienne, d'ailleurs, qui est à Nation, pour réfléchir sur le sujet. Donc, on pourra en faire tout un débat pour revenir justement sur la question LGBT+, aussi en Palestine et même en Israël. Vivement la fin, qui va être longue, mais effectivement, ça fait peur. Tellement que ça fait peur, on a tellement complètement oublié l'Ukraine, la Russie, tout ça, on n'en parle plus. Bah oui, une actualité en chasse une autre. Pour peu qu'il y ait une nouvelle vague de Covid, on oubliera très vite que des gens s'envoient des missiles à la gueule tous les jours. Hein. Mais il y a déjà une vague de Covid, mais tout le monde s'en fout, en fait, maintenant. C'est ça qui est... c'est banalisé. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai le Covid. Merci, Nicolas. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Anatole, les sons de la fierté. Bonsoir, alors c'est la fin du mois d'octobre, ça signifie que demain c'est Halloween, mais aussi qu'après-demain c'est la Toussaint. Et comme la tradition de la Toussaint c'est de rendre hommage à nos morts, j'ai décidé de rendre hommage à l'artiste la plus importante de la communauté trans et de la scène hyper-pop. On la présente plus, je veux bien évidemment parler de Sophie. Sophie, dont le nom de naissance est Sophie Xéon, était une artiste transgenre de musique électronique née le 17 septembre 1986 à Glasgow, en Écosse, et est devenue l'une des figures les plus importantes de la musique électronique contemporaine. Sophie a commencé sa carrière musicale en tant que productrice et membre du groupe punk Motherland à Berlin,
Puis en 2012, elle se lance dans ses propres productions sur son sigle en majuscule, et elle s'est rapidement distinguée par son approche novatrice de la musique électronique. Son premier single, Beep, sorti en 2013 sur le label Numbers, a attiré l'attention pour son esthétique visuelle et sonore. Elle a continué à publier une série de singles et d'EP acclamés par les critiques, dont Lemonade en 2014 et Product en 2015. L'un des moments forts de sa carrière a été la sortie de son premier album studio, Oil of Every Pair's Onion Sides, en 2018, qui a été largement salué pour sa créativité et son exploitation des genres musicaux variés, de la musique pop expérimentale à la musique électronique. Le style musical de Sophie est caractérisé par le genre qu'elle a créé, l'hyperpop. Le son qu'elle a elle-même qualifié d'offensif se construit sur l'héritage de l'electronica des années 90 pour incorporer une fusion de genres et une utilisation des sons électroniques inattendus. Elle est reconnue pour sa capacité à créer des paysages sonores avant-gardistes, allant des mélodies pop accrocheuses aux beats électroniques métalliques et glitchés. Outre sa musique, Sophie était également une artiste visuelle talentueuse. Ses vidéoclips et ses performances live étaient des expériences multimédia captivantes où l'esthétique visuelle et l'esthétique sonore se rejoignaient pour créer des œuvres d'art uniques. Elle a également travaillé avec des artistes visuels de renom pour ses créations visuelles. Et Sophie était aussi ouvertement transgenre et a joué un rôle important en tant que modèle de visibilité pour la communauté LGBTQ. Elle a parlé ouvertement de sa transition de genre et a utilisé sa notoriété pour défendre les droits des personnes transgenres et promouvoir l'inclusion. Sophie a laissé un héritage durable dans l'industrie musicale en repoussant les frontières de la musique électronique et en contribuant à la reconnaissance de la diversité et de l'authenticité dans la musique. Tout cela, malheureusement, a pris brutalement fin par suite d'un tragique accident. Dans la nuit du 29 janvier 2021, à Athènes, ses proches ont témoigné que, étant fidèle à sa spiritualité, Sophie avait glissé en tentant de grimper sur le toit de sa maison pour observer la pleine lune. Cette tragédie a suscité dans l'ensemble du paysage de la musique électronique, d'autant plus, une vague de deuil et d'hommage à Sophie sous la forme d'une compilation intitulée Xéon. Alors, pour rendre hommage, il y a plusieurs façons. On peut faire 1 minute de silence, mais pour Sophie, je vous propose plutôt de prendre 2 minutes pour écouter le single Hard, sorti le 14 août 2014. BBC, I get so hard. Platform shoes, kick so hard. Ponytail, yank so hard. Baccarat, party so hard. BBC, I get so hard. Platform shoes, kick so hard. But it's just so hard, so hard. Hard.
l'invité du jour. Et on finit en beauté avec Jean-François Chiavizi qui est son invité. Et oui, aujourd'hui, je reçois, comme je disais au début d'émission, Médéric Vincenot, alias MD Makeup. Tu m'arrêtes si je me trompe. Bonsoir. D'accord, bonsoir. Ça va ? Ça va très Pas bien. trop stressé ? Un petit peu, c'est la première fois. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est ma première interview radio. Donc, c'est toujours stressant, mais en même temps, c'est enrichissant. Ça fait plaisir. Et voilà, c'est le début peut-être d'une grande aventure. On ne sait pas. Mais écoute, je te le souhaite, c'est pour ça que tu es là aussi. MD Makeup, donc, crée, travaille, dessine, pense et sublime ses sujets par le maquillage. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et ma première question, elle est toute simple. Comment es-tu arrivé à cette passion qu'est le maquillage ? Alors, c'est venu par hasard. Car moi, de base, j'étais passionné de produits cosmétiques. Donc, je travaillais en tant que chargé de recrutement dans un centre d'études cliniques spécialisé dans les produits cosmétiques. Et j'ai des collègues qui étaient passionnés de maquillage. Donc, à force de les entendre parler de fond de teint, fard à paupières, rouge à lèvres, tous les jours, matin, midi et soir. Donc, forcément, on s'y intéresse et par curiosité, on commence à poser des questions, on commence à regarder sur les réseaux sociaux. Et c'est à partir de là que j'ai acheté ma première palette de maquillage pour les narguer un peu parce que c'était une palette qui était en vogue. Donc, il fallait absolument avoir cette palette. Et moi, j'ai dit, je vais l'avoir avant vous. Donc, je l'ai eu avant elle, mais je ne savais pas du tout utiliser une palette de fard à paupières. Mais c'était pour les narguer. Et au fur et à mesure, je me suis dit, on va tester, on va faire un petit maquillage avatar. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser avec le maquillage. Et ça m'a plu particulièrement. Et maintenant, je pense que c'est ma vocation. Ce qui est assez intéressant, c'est que ton parcours d'étudiant n'a absolument rien à voir avec ça, en fait. Rien à voir. Non, j'ai fait du RH, en fait. Voilà, j'ai fait un BTS assistant manager. J'ai travaillé en tant qu'agent d'escale à l'aéroport. J'ai été steward, donc c'est vraiment... Oui, steward aussi. Donc, c'est vraiment un univers différent et c'est pas du tout mon parcours. Mais je pense que c'était ma vocation. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le personnage que tu as créé. Je précise, le personnage professionnel, bien sûr. Il n'est pas question de schizophrénie, encore que schizophrénie professionnelle. Voilà. Tu t'appelles Médéric. J'ai pas écorché le prénom. Et ton pseudo, quelque part, c'est MD Makeup. Pourquoi MD Makeup ? MD Makeup, parce que MD, c'est Médéric. Mon surnom, c'est Médé. Donc, j'ai pris MD et Makeup, maquillage. Et MD Makeup, c'est vraiment mon alter ego. Car en général, je suis quelqu'un d'assez réservé, discret. Et oui, enfin, ça dépend. Et MD Makeup est là pour me dire, c'est mon côté extravagant. Mon côté fou et excentrique aussi à la fois. Qu'est-ce que Médéric dit régulièrement à MD ? De se calmer un peu quand même, parce que des fois, il exagère. Mais bon, MD Makeup veut toujours prendre la place par rapport à Médéric. Et c'est là qu'on se complète, parce que moi, quand je maquille, c'est par rapport à mes émotions. Quand je suis triste, je sors un maquillage. Quand je suis heureux, c'est un maquillage différent. Et MD Makeup est là pour justement faire place à toutes ces émotions et que ça fasse ressortir un maquillage toujours différent autant que les autres. Et comment tu te sens aujourd'hui ? Parce que comme tu dois maquiller Brahim, je ne voudrais pas que tu sois de mauvaise humeur. Quoi. Il y a du boulot. Là, MD Makeup, il est plutôt bien. Ouais. Oui, il est cool. Donc avec plaisir. Vraiment ? Bien sûr. Ça va prendre des heures, par contre. Non. Le temps, il est déjà nickel. Ça me rassure. Qu'est-ce qui te différencie ? Effectivement, ça, tu viens de nous le dire, mais tu maquilles plus les hommes ou les femmes ? Quel est ton rapport à cette science-là ? Alors, je maquille beaucoup les femmes parce que les hommes, ils ont quand même une approche un peu différente du maquillage. Et je trouve ça dommage parce que le maquillage, en général, c'était les hommes qui ont fait naître le maquillage. À l'époque, à l'Égypte ancienne, au Moyen-Âge, à la Renaissance, c'était les hommes qui se maquillaient de base. C'est pas les femmes.
Et c'est la société d'aujourd'hui qui a décrété que le maquillage, ça doit être pour les femmes, alors que le maquillage, c'est pour tout le monde. Sur les plateaux télé, dans les téléfilms, tout le monde se maquille, les hommes comme les femmes, que ce soit hétéro, bi, gay, tout le monde se maquille. Pourquoi les hommes se maquillent pas alors que parfois ils se maquillent, ça je comprends pas. Mais c'est comme ça. Dans l'Égypte ancienne, dans la Rome antique, c'est vrai que le phare, ce qu'on appelait peut-être pas à l'époque le maquillage comme on l'entend aujourd'hui, mais le phare permettait de se rendre beau, s'illuminer, et pas uniquement lorsqu'on allait à l'atrium, hein, ça pouvait aussi se faire au quotidien. Donc c'est vrai que ça a une grande importance. On pense aux pharaons qui étaient maquillés même jusque dans leur mort. Donc il est arrivé de maquiller des hommes, mais comment réagissent les hommes lorsque tu leur proposes d'être maquillés, ou lorsque eux-mêmes désirent un maquillage mais sont un tout petit peu timides sur le sujet en disant je veux bien mais je veux pas qu'on me prenne pour un PD. C'est ça, c'est assez drôle parce que là il y a tout de suite le côté macho qui ressort. Ah non, moi je me maquille pas, je suis un mec, j'ai pas envie de me maquiller, patati patata. Mais quand on dit mais non, mais le maquillage c'est juste pour sublimer, donner un peu de fraîcheur et on va juste faire le teint, rafraîchir, illuminer ton regard. Ils sont un peu réticents. Là, on applique le fond de teint et par la suite, ils commencent à se détendre. Et c'est là qu'ils disent « Ah oui, en fait, c'est pas mal, ça me dérange. J'aime bien. » Mais ça reste juste ça. Et quand ils ont, par exemple, des retours des avis extérieurs, en fait, des avis externes, là, ils disent « Ah oui, en fait, finalement, tu pourrais me maquiller la prochaine fois ?» Tout en n'assumant pas complètement. Non, toujours. Ça reste encore un milieu très pudique pour les hommes, le maquillage. Et c'est, comme je le dis encore, c'est dommage parce que là, certaines marques créent des maquillages pour hommes, mais c'est juste le packaging qui fait la différence. Mais sinon, le fond de teint, ça reste le même, que ce soit un maquillage féminin ou masculin. Ça reste les mêmes produits. C'est une question de peau, juste, voilà. En fait. On sait que dans le monde de la pop, du rock, de la mode, il y a eu des précédents, des gens comme David Bowie qui se sont beaucoup maquillés à une époque où ça se faisait finalement, quand on y pense, pas tellement. Les gens qui travaillent le mime aussi, comme le mime Marceau, qui a beaucoup utilisé le côté blanc, les clowns évidemment. On a aussi Marc Bolan et le groupe Kiss qui a mis le maquillage au devant de la scène carrément. C'est-à-dire qu'ils se cachaient derrière leur masque de maquillage. Et en France, on a eu, et on ne rit pas, Patrick Juvet, qui a beaucoup utilisé le maquillage. Je précise que Juvet était un très bon pianiste, un premier prix de conservatoire quand même. Est-ce que tous ces gens t'ont inspiré ou pas Alors, ceux qui m'inspirent aujourd'hui, ce sont les influenceurs tels que Richard Cosmétique, Eden... Jardin d'Éden, Marion Caméléon, tout ça, ce sont les make-up artistes de nos jours. Et c'est eux qui m'inspirent et qui me poussent à aller plus loin. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable de voir aussi certains artistes d'avant qui se maquillaient. Mais c'est encore un maquillage artistique et rock. Il n'y a pas de maquillage beauté comme les drag queens. On va dire que les drag queens actuellement, c'est eux, elles, qui font vivre et qui donnent en fait une autre, je sais pas comment dire. Une autre dimension. Voilà, c'est ça, une autre dimension du maquillage. Mais c'est pas ce genre d'artistes qui m'inspire, ce sont vraiment les influenceurs de nos jours. En tout cas, je vous invite à aller visiter la page Instagram de Médéric, c'est MD Makeup. Il fait un travail magnifique. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter pour plein d'occasions. Halloween, par exemple. Pour un mariage, voilà, pour plein de choses. Ou pour un spectacle, parce que c'est vraiment un énorme boulot. Eric, il a besoin d'être maquillé, je crois. Mais tu dis à un moment, Médéric dit à MD de se calmer. C'est-à-dire pourquoi, quand tu es excité au niveau du maquillage, qu'est-ce qui se passe? La question d'Eric. Qu'est-ce qui se passe quand MD Makeup prend la place, c'est ça? Oui, tu dis, il faut que je me calme, je suis excentrique. Je peux aller très 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 loin dans le maquillage, mais on va dire que j'ai encore cette petite réticence. Je suis encore timide en fait sur certaines vidéos, certains maquillages, donc je vais à mon rythme, on va dire.
tu nous rappelles ton site où on peut te retrouver? MD Makeup 75 sur Instagram. Merci. Ça t'arrive de te maquiller les matins avant d'aller au travail, de démarrer ta journée? Ou c'est quelqu'un qui... C'est vraiment très léger, mais des fois on n'a pas du tout le temps. Quand on est en retard, on n'a pas du tout le temps de se maquiller. Tu n'as pas besoin d'être maquillé en tout cas. Merci d'avoir répondu à notre invitation, l'invitation de Jean-François. À très vite. Alban, rappelle-nous les informations qui concernent ton club. Les coqs festifs, les entraînements continuent tous les lundis, jeudi soir et samedi matin au stade Pershing de Vincennes. Et puis nos réseaux sociaux. Nicolas, si tu peux nous dire ton adresse, ton numéro de téléphone. Oui, bien sûr, mais évidemment, à très bientôt tout le monde. Au revoir. Éric Garnier. Oui, alors je vous redonne rendez-vous le 30 novembre, bon c'est dans longtemps, mais et surtout de consacrer 15 € à ce livre qui est absolument fascinant. Jean-François. Et j'avais juste pour terminer une petite annonce à faire. Le 7 novembre, dans l'amphithéâtre d'ontologie de l'Université Paris-Cité, la fac de médecine, il y a une conférence très intéressante sur la transidentité. Voilà, c'est mardi prochain de 18 à 20h. C'est ouvert à tous et voilà, j'avais promis de faire un petit coup de projecteur là-dessus. Je le fais et de façon très sincère. C'est fini pour ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir à nos deux amis réalisateurs. À très vite pour le prochain podcast. On vous embrasse. Portez-vous bien et à très vite, à la semaine prochaine. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.